Bonjour Ali, Bonjour. comment ça va? Bien, Ça va bien? bien. Est-ce que tu peux commencer par te présenter? Ali Sharif, directeur national des technologies de l'information et de l'économie numérique au ministère du même nom en République de Guinée. Ça a l'air compliqué ce que tu fais. Pas vraiment. Ok. En gros, ça se résume à concevoir, élaborer et mettre en œuvre des politiques dans le domaine du développement du numérique. Donc, c'est pour permettre d'avoir des stratégies qui seront assorties de plans d'action et de projets concrets pour permettre à la population de s'approprier du numérique, d'accéder aux services publics à travers le numérique, de permettre également au domaine de l'industrie, des startups informatiques, de pouvoir avoir un écosystème qui soit incitatif et leur permettre de se développer. Si tu devais dire à un jeune Guinéen qui est au marché et qui vend des produits, n'importe quoi, ça peut être des habits, ça peut être même des téléphones, ou ça peut être qu'il y a un petit cyber, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ce que tu fais, ce que ton ministère fait, changerait pour lui? Parce qu'il ne comprendra pas nécessairement les stratégies, les programmes, les projets. Donc, qu'est-ce que ton ministère fait pour ce jeune ou cette jeune fille en Guinée qui a des aspirations, qui veut faire des choses, mais qui se dit, dans le numérique, qu'est-ce qu'il y a pour moi? Donc je dirais à ce jeune qu'aujourd'hui, nous sommes sur un texte d'élaboration d'un Startup Act, qui est un texte de loi qui sera sorti d'incitatifs à ces jeunes start-upers entrepreneurs, qui leur permettra par exemple de rapidement créer leur entreprise, de pouvoir accéder à du financement à travers des partenaires technico-financiers, à travers des fonds dédiés qui seront créés par le gouvernement, à travers aussi une certaine visibilité qu'on peut offrir. Au jour d'aujourd'hui, nous avons 9 startups qui sont au YC, qui sont au Vivatech à Paris, que nous avons justement boosté, dont nous avons essayé d'amplifier la visibilité et la communication et qui sont aujourd'hui en train de présenter des produits au Vivatech. Donc, il y a beaucoup d'initiatives en cours. Également, ça sera l'opportunité de leur permettre d'avoir certains incitatifs fiscaux et douaniers lorsqu'il s'agit d'importer des équipements, lorsqu'il s'agit d'avoir un certain congé fiscal et ne pas payer d'impôts. Donc tout ça, c'est des incitatifs. Au-delà des aspects purement sensibilisation, vulgarisation, accompagnement à l'entrepreneuriat, au montage de business plan et d'autres choses. Donc voilà un peu le panel de services et d'accompagnement qu'on peut offrir aujourd'hui à un jeune start-upper entrepreneur qui souhaite se lancer dans son activité. Super. Et ceux aujourd'hui qui ont soit peur de l'IA ou qui sont anxieux ou qui ont envie de l'IA, qu'est-ce que tu leur dirais? Alors je leur dirais que l'IA, c'est une formidable opportunité pour tout le monde. Donc, mais surtout, c'est un outil qui participe fortement à l'inclusion. Aujourd'hui, nous ne ciblons pas que des communautés urbaines, mais également des communautés villageoises qui accèdent à des outils numériques, mais qui ne savent pas trop les utiliser. Donc l'intelligence artificielle, de par l'automatisation qu'elle va apporter, de par les services administratifs qu'on pourra pousser, même dans les communautés rurales les plus éloignées, je peux vous donner un exemple. Il y a certains outils IA qui aujourd'hui, à travers des chatbots, des agents conversationnels, qui permettront aux communautés villageoises de poser des questions, de savoir quelles démarches administratives ils doivent mener pour avoir un extrait de naissance, pour avoir un casier judiciaire, à quelle administration ils doivent s'adresser, mais surtout à travers la digitalisation de toutes ces démarches, ça permet de pousser les services administratifs vers les communautés, vers les citoyens. C'est super. Surtout que de savoir qu'il y a quand même un gouvernement qui pense à ces choses-là. Parce qu'on a beaucoup de gouvernements, malheureusement, sur le continent, qui ne sont pas encore en train de réfléchir à l'impact de l'IA dans les emplois, dans les startups, pour la vie des jeunes et surtout dans le monde rural. Comment tu es arrivé au TIC, je dirais, ou à l'IA? C'est venu d'un ami. Après mon baccalauréat, j'ai obtenu une bourse pour aller étudier au Maroc. Donc, j'ai toujours une forte
appétence, un intérêt pour les mathématiques. Donc, j'étais à l'origine mathématicien, destiné à la recherche, l'enseignement. Mais j'ai rencontré cet ami en 1997 et lui déjà était en avance sur son temps. Il me parlait déjà d'informatique. Donc après avoir eu mon DUG déjà, c'est lui qui a été à l'initiative, qui m'a poussé déjà à m'orienter dans le domaine de l'informatique. Donc quand j'ai obtenu mon diplôme, il est rentré plus tôt au pays parce qu'il voulait vraiment servir le pays mais aussi servir sa famille. Et moi, après avoir eu mon diplôme, je souhaitais aller en Europe, étudier en Europe, mais encore une fois, il est revenu à la charge. Il souhaitait vraiment qu'on avait beaucoup de projets professionnels, personnels ensemble. Et il m'a vraiment motivé à retourner au pays. Donc ça a commencé là déjà. Ensuite, j'ai perdu cet ami d'une très courte maladie. Donc, il m'avait vraiment bouleversé, qui m'avait surpris et qui m'a laissé un peu, on va dire, seul, laissé à moi-même. Donc, après son décès, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup ressassé tout ce qu'on échangeait, tous nos projets, et je me suis dit qu'il n'y avait pas meilleur moyen de porter son héritage à travers une implication, à travers une passion encore beaucoup plus forte pour les nouvelles technologies. J'ai servi après dans le domaine du privé, mais je me suis rapidement rendu compte que je n'avais pas l'impact que je souhaitais avoir, toujours dans cet esprit-là. Et c'est là que je suis rentré au pays, une deuxième fois après avoir fait 15 ans à l'étranger, dans des sociétés privées, où je suis venu servir mon pays afin d'avoir beaucoup plus d'impact à travers le numérique, donc qui est un formidable outil d'inclusion qui permet de fédérer tout le monde autour de l'amélioration des conditions de vie des gens. On fait honneur à cet ami. Comment il s'appelait? Il s'appelait Ousmane. Ousmane Diallo. Ousmane Diallo. Ousmane Diallo qui n'est plus là aujourd'hui. Paix à son âme. Paix à son âme. Qu'est-ce qu'il t'a appris, Ousmane? Il m'a appris beaucoup de valeurs. L'honnêteté, qui était une valeur fondamentale. L'intégrité et la passion. La passion de véhiculer, vivre une passion, mais au service de ses proches, au service des autres. Donc c'est la valeur fondamentale qu'il m'a appris. Mais il y a aussi le sens des responsabilités. C'est vrai qu'il vient avec la maturité, avec l'âge, mais c'est quelque chose que j'ai eu la chance de découvrir avec lui étant plus jeune, célibataire, venant de commencer ma carrière. Donc c'est quelque chose que j'avais pu découvrir grâce à lui. Aujourd'hui, tu gères une équipe de combien de personnes? 90 personnes. 90 personnes, où il y a des jeunes. Il y a peut-être certains qui sont rentrés au pays, il y a certains qui ont grandi au pays, qui veulent peut-être partir. Hein. Il y a beaucoup de nos jeunes aujourd'hui qui rêvent de partir. Comment est-ce que ce que Ousmane t'a appris, comment est-ce que tu le transmets à ces 90 personnes, jeunes ou moins jeunes, pour pouvoir créer et rêver en eux cet amour du pays et cette envie de transmettre, de rester et de construire? Est-ce que ça fait partie de la manière dont tu approches ta gestion, ton management et même ton travail aujourd'hui? Déjà, je me prends moi-même comme exemple toujours. Quelqu'un qui avait l'opportunité de rester et vivre à l'étranger, mais qui a décidé de revenir servir son pays. Nous savons que c'est difficile souvent, le retour. Nous savons que les conditions de vie ne sont pas toujours optimales. Donc, je me prends toujours comme exemple, déjà. Ensuite, j'essaye lors de nos réunions hebdomadaires, toujours, je leur dis qu'il faut s'investir, que nous sommes tous des ambassadeurs, en fait, des nouvelles technologies. Il y a des initiatives que j'ai lancées, par exemple, au sein de la direction. C'est renforcement de capacité, des formations en interne tournantes. Donc, ce n'est pas toujours les mêmes. Donc, je responsabilise des chefs de section, des chefs de division et même des agents à pouvoir s'enquérir de certaines thématiques, l'intelligence artificielle, la blockchain, des technologies émergentes, ou simplement juste des sujets informatiques de leur choix et de nous faire des présentations hebdomadaires. Donc, je donne à chacun sa chance de pouvoir faire des recherches,
de s'exprimer et de transmettre également. Donc c'est l'une des initiatives que j'ai lancées pour leur permettre en fait déjà de s'intéresser, mais également toujours de leur parler des différentes perspectives, que ce soit du point de vue politique, que ce soit au niveau mondial, pour leur permettre d'ouvrir les yeux, parce qu'ils n'ont pas tous forcément accès aux informations stratégiques auxquelles nous on a accès. Donc c'est à travers ce transfert de connaissances que j'essaie de les impliquer dans les différentes activités et afin de susciter en eux aussi cette fibre, on va dire, technologique. D'accord. Étant dans le public et dans le poste que tu occupes, ta capacité d'impact est très large. Ta potentialité d'impact est très large. Qu'est-ce que tu veux laisser comme legs au niveau, en termes d'IA, mais aussi dans le secteur public? En termes d'IA ou du numérique, les deux. Donc, c'est vraiment, aujourd'hui, nous sommes en phase d'élaborer un document stratégique d'intelligence artificielle. Donc, c'est déjà avoir ce document-là. Mais le plus important, c'est de pouvoir ouvrir les yeux de nos jeunes, ouvrir les yeux de toutes les communautés, comme je dis, je suis au service d'une nation, donc de toutes les communautés, même reculées, villageoises, sur les enjeux de l'IA, sur le fait que c'est plus une opportunité qu'un frein ou qu'un problème. Donc, vraiment, c'est de pouvoir créer, en fait, cet intérêt, cette dynamique-là au niveau des différentes communautés. Donc, je dirais que ça va être, pour moi, l'un des principaux legs, c'est de pouvoir, par exemple, avoir des startups en Guinée, des jeunes start-upers qui créent des modèles d'IA, par exemple. Super. Qui créent des applications, des plateformes en intelligence artificielle qui impactent la vie des gens. On a hâte de voir tout ça devenir réalité. Ma dernière question pour toi, c'est Ali est au service de quoi? Au service de mon pays, au service du gouvernement, des autorités, mais surtout au service des populations et de nos citoyens qui, à travers le numérique, ont une formidable opportunité d'accéder à des services, que ce soit des services publics, que ce soit des services, on va dire, que ce soit des opportunités business, donc à des entrepreneurs, que ce soit au niveau de l'administration, donc aux différents cadres, de pouvoir avoir une administration beaucoup plus performante, orientée vers les résultats. Merci. Merci à vous.